Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler crypto. On va regarder en fait simplement la façon dont fonctionnent les cycles avec la rotation de liquidité et les narratives qui vont, driver le cycle. C'est-à-dire ce sont les narratifs qui vont rester au long du cycle jusqu'à la fin du cycle. C'est-à-dire que ce sont des cycles de 4 ans en général. On prend en général en considération le halving du Bitcoin qui est tous les 4 ans à peu près. Et on regarde en fait où sont les périodes de creux. Et ce que l'on va chercher, ce sont les moments où en fait il y a vraiment un point bas sur le marché qu'on va appeler le bottom en anglais. Et le bottom, c'est vraiment le point où plus personne ne s'intéresse aux cryptos. Il y a eu un cataclysme, il y a eu FTX qui est parti avec notre liquidité par exemple, ce qui m'est arrivé. Et donc en fait, lorsqu'on a FTX par exemple, qui part avec la liquidité, si je me rappelle bien, c'était le 11 novembre 2022. On est vraiment sur un point bas dans le marché. Les médias parlent extrêmement mal des cryptos. C'est vraiment pas quelque chose de sérieux, pas quelque chose de sûr. Personne ne veut être exposé. Et donc, les gens tournent le dos à la crypto, sauf les guerriers. Et donc, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que point bas en novembre, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En nouvelle au niveau technologique, parce que c'est ce qui a drivé vraiment ce cycle-ci, on a eu Nvidia qui fait des GPU et des CPU, c'est de la puissance de calcul. Donc, on a eu au 30 novembre 2022 le lancement de ChatGPT, donc par OpenAI, qui a simplement été un nouveau catalyste pour toute la partie technologique. Donc, n'importe quel consommateur Taylor va regarder le marché d'une façon, en fait, un nouvel outil, ok, comment est-ce que ça fonctionne, on va commencer à tester. Personne ne comprend ce qu'il y a derrière. Et personne ne comprend forcément la technologie. Donc on a eu de la liquidité qui est rentrée sur le stock market, sur le Nasdaq, sur Nvidia. Et tous les stocks qui sont liés en fait, parce qu'on a également AMD qui est un concurrent, qui sont liés à la fabrication de calculation de puissance de calcul. Donc tous les stocks qui sont liés à la production de puissance de calcul, donc fabrication de GPUs et de CPUs, comme AMD et Nvidia. À partir de là, on a un marché qui a commencé à croître exponentiellement puisque OpenAI et ChatGPT ont eu besoin de plus en plus de puissance de calcul pour pouvoir desservir les différents utilisateurs à travers le monde. Ce qui est important de comprendre là-dessus, et c'est ce qui va nous emmener à la crypto, c'est que pour que l'intelligence artificielle fonctionne, il y a besoin de différents data points. On appelle les data points, ce sont des points d'information auxquels le machine learning a accès pour faire des confluences et ensuite venir à répondre à une question, tout simplement. Le point important là-dessus, c'est que pour avoir une réactivité qui soit optimisée, on a besoin d'avoir de la puissance de calcul qui soit proche de l'utilisateur. C'est pour ça qu'on a vu dernièrement que OpenAI a voulu lever 7 trilliards de dollars pour avoir ses propres GPU partout dans le monde. Alors, chose qu'ils n'ont pas réussi à faire évidemment, pour l'instant en tout cas. Et en fait, le secret là-dedans, c'est qu'il y a déjà de la puissance de calcul qui est disponible, simplement elle n'est pas toujours utilisée. Et ce dont on a besoin, c'est d'avoir des intégrateurs et agrégateurs de puissance de calcul qui vont venir en fait nous informer il y a de la disponibilité sur le réseau parce qu'on a quelqu'un qui a un GPU qui est disponible avec de la puissance de calcul proche de Bernard Jean-François qui vont être en train d'utiliser ChatGPT et qu'on besoin d'une réactivité qui soit rapide parce que justement ils sont dessus. On a besoin d'une puissance de calcul qui soit proche et justement on va dire s'ils sont à Paris, à Versailles, il y en a un qui a justement de la disponibilité, très bien. On le connecte, on met la puissance disponible à disposition et ensuite on va envoyer la facture à OpenAI. Ces intégrateurs là sont des produits en général qui sont crypto. On va avoir des projets comme Ionet, comme Render, comme Akash Network, qui sont des agrégateurs de GPUs et qui vont en fait proposer à OpenAI directement via une place de marché de la puissance de calcul, ce qui va ensuite leur permettre de satisfaire les besoins de leurs clients. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise la crypto là-dessus? Est-ce que c'est réellement nécessaire? C'est pas forcément nécessaire. Simplement, ça facilite au niveau de la vitesse de transaction et au niveau de l'échange. Il y en a certains qui ont Render par exemple, RNDR. Il faut être connecté au réseau Render, avoir installé un setup et connecter son GPU. Et ensuite, les autres personnes vont nous payer en token, en render directement. Pareil pour Akash Network. Donc en fait, on crée un node à travers son GPU et on est payé grâce à cela directement sur notre wallet. On a également Ionet qui est intéressant, dans lesquels on a investi avec Kairos Venture Series, sur lequel on avait posé, me semble-t-il, pas loin d'1 million en début d'année. Et donc, eux étaient déjà actifs, permettent cet achat directement. On peut payer en crypto, on peut payer directement en devise également, par carte, ce qui facilite très largement en fait l'utilisation de ce produit. Donc c'est intéressant parce que c'est une innovation que l'on trouve uniquement en crypto pour l'instant. Et l'autre avantage qu'a la crypto dans ce marché-là, c'est la vérification des données. C'est-à-dire que quand on a une transaction sur la crypto, sur la blockchain est un registre, toutes les transactions y sont enregistrées, on ne peut pas les effacer, on ne peut pas le modifier, c'est inscrit. Ce sont des informations donc, qui vont permettre à l'intelligence artificielle de s'alimenter d'informations qui a été vérifiées pour donner une réponse
qui soit adéquat et qui soit avec des sources qui sont fiables. Ce qui va beaucoup nous aider parce que maintenant, lorsqu'on regarde la façon dont l'intelligence artificielle peut totalement originer des fake news, c'est absolument hallucinant et impressionnant. Et d'un autre côté, c'est également assez dangereux. Donc, c'est-à-dire que si on a une façon de vérifier l'information, c'est tout de même bien plus efficace et bien plus cohérent et beaucoup plus sûr. Donc là, on va maintenant passer sur les charts pour regarder cela. Donc lorsque je parlais de Nvidia et OpenAI, le lancement était, comme on peut le voir, c'était 2022, donc on va dire 1er décembre. On voit que ça avait commencé à monter parce qu'il y avait les annonces d'OpenAI, une légère correction, et ensuite ça a été simplement l'envolée vers Valhalla, quoi. Donc là on voit ça a pump, ça n'a pas arrêté. On retrouve également ça sur Render, donc on voit que c'était un projet qui était déjà actif, qui était un peu tombé dans l'oubli parce que Crypto Bear Market oblige. Un léger bip en novembre et ensuite une remontée assez impressionnante à partir de justement janvier. Donc il y a eu un petit lagging, mais ensuite on est passé tout simplement en fait de 50 centimes à 12 $. Voilà. Donc on a fait 1x24. 1x24 sur un an et demi. Donc très belle performance. Ça c'est pour la partie des cryptos narratives. On était convaincus, donc ça il n'y avait pas de doute. Quand on est sur un cycle de crypto de 4 ans, donc en fait on va regarder, il y a le point bas. Lorsqu'on avance dans le cycle et qu'on a une récupération, on s'intéresse toujours à quels sont les secteurs qui vont être les leaders pour ce cycle, au niveau du marché et au niveau de ceux qui rassemblent vraiment du capital. On a clairement vu que l'intelligence artificielle, il n'y avait aucun doute. On a été convaincu que le gaming, donc tout ce qui est jeux vidéo, crypto, allait effectivement également monter, tout le monde en parlait l'année dernière. On se disait qu'il n'y avait pas forcément de doute, on s'était dit les jeux ont été lancés en 2020-2021. Il y a eu du mouvement, c'était surtout la spéculation par rapport à la valeur du projet en soi, par rapport à la quantité d'utilisateurs, par rapport à ce qu'il y avait réellement derrière. Mais en réalité, le gaming, même si maintenant on a des jeux matures et qui sont jouables et utilisables, toujours pas vraiment ça. La chose à laquelle on s'attendait le moins, c'était vraiment que les meme coins commencent à mener le combat pour nous dans la crypto. C'est-à-dire qu'en janvier, on a eu le lancement de Bonk. En réalité, c'était fin 2022, mais ça a vraiment pris une belle envolée sur Solana, qui est vraiment le réseau pour les meme coins, hein, car peu de frais de transaction. Bonk, qui est un coin de venture capital, hein, c'est-à-dire que ce sont des fonds d'investissement qui sont derrière, d'une façon ou d'une autre, a commencé à prendre du volume de façon totalement déraisonnable par rapport au marché, puisqu'en termes de rotation de capitaux, normalement, en fait, on va avoir d'abord le Bitcoin qui va monter, qui va pump. Ensuite, on va avoir Ethereum qui va rattraper. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en tant qu'investisseur? On cherche à faire de l'alpha. On se dit ça commence à stagner, on va regarder dans l'écosystème d'Ethereum. On va aller attraper des choses que des investisseurs novices ne vont pas forcément comprendre, tels que du Layer 2, tels que du Zero Knowledge Layers, etc. Et une fois qu'on a fait ces narratives-là, on passe au fur et à mesure sur des projets qui ont de moins en moins de sens, avec des valorisations qui ont de moins en moins de sens. Et on termine par les meme coins qui sont vraiment l'apogée de la période dans laquelle on chasse de l'alpha. C'est-à-dire qu'on est totalement émotionnel. On n'en a plus rien à faire de ce qu'il y a vraiment derrière le projet, parce que ce qu'on veut, c'est de l'argent, prendre de la liquidité. Un retailer, il va rentrer, il va voir un meme coin qui est parti et qui a fait plus 3000%, il va se dire c'est intéressant, j'en veux, il va l'acheter. Les personnes qui ont acheté au début, qui ont vraiment fait les 3000% vont lui vendre. Il n'y aura plus personne pour acheter ensuite, il perd son argent. La personne qui a acheté initialement encaisse, terminé. Et là, on a commencé le cycle à l'envers, c'est-à-dire que ce sont vraiment les meme coins qui ont lancé le truc. Donc voilà, assez perturbant pour ce cycle-là, mais il suffit de rentrer dans une phase d'acceptation, de détachement total de la narrative, puisque au fond, une narrative, c'est une concentration d'attention. Un meme coin, c'est pas compliqué à comprendre. Au final, tout le monde aime bien les animaux. On a des chiens, des grenouilles, on a des pingouins, on a ce qu'on veut. Le concept, il n'y en a pas, il y a une communauté qui est derrière, c'est drôle, on investit, le prix monte, on en veut plus, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand je dis que ça a vraiment relancé le marché, c'est-à-dire que si on prend Shims, qui était le deuxième meme coin lancé sur Solana, on voit que bon, il y a eu l'apogée qui est monté, je crois qu'en réalité, il était monté à presque 40 millions de market cap. Donc là, ça indique seulement jusqu'à 0,07. On devait être à 0,03. C'est redescendu, c'est tombé complètement à zéro. Je crois que là en market cap, on a dû tomber dans les 100 000 balles. Ouais, là on était à 200 000 quoi. Enfin le projet était mort, hein. On va pas se mentir. Il était mort jusqu'à ce qu'en fait, il y ait une montée, il remonte à 1,5 million de market cap. Ce qui est toujours totalement ridicule hein, au niveau crypto. Mais ça a été monté très rapidement, ça a été mené et leadé par Bonk, dont le cours a été extrêmement manipulé évidemment. Hein. Quand on regardait les wallets, on le voyait clairement. Ensuite, une phase
a chuté complètement jusqu'à, là on voit bien c'est tombé vraiment à 150 000 de market cap. Donc là on arrive à octobre, on repart réellement en octobre 2023, phase à laquelle les meme coins ont commencé à reprendre de l'ampleur sur les marchés et sur Twitter notamment. Et donc là on voit que clairement on a Bonk qui repart et on a également eu PP qui a été lancé l'année dernière, pareil qui avait profité en fait au début du deuxième trimestre d'une belle montée, un projet assez manipulé avec pas mal d'histoires derrière quand même, notamment de la liquidité qui a été bloquée de la part des premiers investisseurs, et ensuite une remontée fulgurante jusqu'au prix qu'on connaît maintenant, et on n'a encore rien vu. Et il y a un exemple qui est très intéressant là-dessus d'ailleurs sur pourquoi est-ce qu'on est parti sur les meme coins ensuite. Moi personnellement j'ai un ami qui a un flair extrêmement aiguisé. À peu près à mi-mai, j'étais en escale à Bogota, en revenant de Sao Paulo pour aller vers le Panama, et je reçois un message d'un ami qui me dit écoute, regarde Harry Potter Obama se glisse nu, c'est génial, je vais mettre toute ma net worth dessus, donc toute ma fortune dessus. Je sens que ça va monter à 1 milliard. Et effectivement, en regardant les vidéos qu'on va voir au montage, on va vite se rendre compte que c'est une question de communauté, que les gars sont dégénérés. Ils ont fait quelque chose qui est complètement geek et atypique. Donc effectivement, à partir du moment où les gars étaient en live en train de fumer du crack, je me suis dit vraiment il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose à jouer là-dessus. Bon, on n'a pas mis un gros billet, on a mis, moi j'ai mis 500 balles, mon pote il a voulu mettre 20 000 balles, je joue pas dans le même cours. Ce qui est arrivé, c'est qu'ensuite on est arrivé à des prix qui étaient juste délirants. On est rentré, quand on a repéré le token, on était à 6 millions de market cap. On est rentré progressivement, parce qu'il corrigeait, on est rentré à 2,7 à 3 millions de market cap. On a ensuite eu une envolée totalement lyrique. Si on prend le market cap ici, on est monté, donc là, comme vous le voyez, à 180 millions de market cap. Mais en gros, on était à 2,7 ici, je retrouve à la data. En 3 mois, on a fait x50, tout simplement. Voilà comment ça fonctionne le meme coin. Ensuite, beaucoup de volatilité, de la consolidation. Là, comme on le voit, ça consolide. On est sur une uptrend. Je pense qu'il faut vraiment garder un œil sur ce token-là. Il y a des chances pour qu'on parte vraiment à 1 milliard. Ça dépendra du bull run et de ce que le marché nous donne. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va retenir de cela? On a une narrative forte avec des fondamentaux qui est l'intelligence artificielle et l'utilisation de la crypto dans l'intelligence artificielle. Et d'un autre côté, on a juste des meme coins qui sont là avec beaucoup de volatilité, beaucoup de potentiel de croissance. Ce sont toujours des projets qui sont surévalués parce qu'en réalité, ce qui va faire la valeur d'un meme coin, c'est la communauté qui est derrière. La communauté qui est derrière va apporter de la liquidité et il y a une forme de conviction, et c'est-à-dire que si on prend Shims par exemple, c'était un très bon cas, très intéressant, ça a eu une envolée incroyable, extrêmement rapide en 2021. Quand ils en sont arrivés là, ils ont fait parler d'eux. C'est-à-dire que au lieu d'essayer de plaire à tout le monde, etc., ils sont juste arrivés en décidant qu'on va être une communauté terrible. C'est-à-dire que le développeur que j'ai eu l'occasion de rencontrer m'a expliqué la situation. Il travaillait sur un autre projet. Il a lancé ça à côté pour s'amuser avec ses amis. Ce qui s'est passé, il y avait la communauté sur le Discord. Il n'avait pas le temps de répondre à tout le monde. Donc il a commencé à envoyer différentes choses et notamment à spammer des pénis dans le chat et à troller sa communauté en envoyant des liens pour des mint NFT qui étaient en fait des liens vers YouPorn. Voilà, petit placement de produit. Et en fait, ils ont commencé à attaquer les autres communautés, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un autre token qui rentrait, ils ont décidé de dire ok, vous avez vu ce projet-là, on va sur le Discord, on les attaque, on les spam. Et à envoyer des pénis partout, à envoyer tout ce qu'ils pouvaient, à mentionner Shims dans tous les sens. Et à partir de là, ça a commencé à parler vraiment sur Twitter énormément. On a eu d'ailleurs un summit avec Solana où Shims a été mentionné dans les top coins en 2021, ce qui a encore plus apporté d'attention vers le token, jusqu'à ce qu'on arrive à environ presque 40 millions de market capitalisation, ce qui est très bien en partant de zéro, hein, évidemment, toujours. Ensuite, le souci qu'il y a eu, ce sont les cryptos, c'est le Far West, un concurrent qui s'est lancé sur la blockchain de Binance, la BNB, pour concurrencer et qui avait des bonnes connexions avec Twitter. Ils ont fait sauter le compte, donc tout le monde a pensé que ça avait rug. Le projet a corrigé, comme on a pu le voir sur la chart avant, qui est juste ici. Donc si on reprend en termes de prix, ici, voilà, plus de Twitter, le prix qui descend à 0, il y a juste une communauté sur Discord, et voilà. Là, exactement, ce pic-là converge exactement avec la récupération du compte Twitter. Donc on voit qu'il y a un lien clairement. Bon, ça n'a pas empêché à ce qu'il y ait une correction par la suite, mais là on est bien reparti. C'est un développeur qui est resté vraiment tout au long du bear market à construire sur ce projet-là, avec une communauté qui est toujours aussi forte. Maintenant que c'est clair, on voit bien que les fondamentaux en crypto, c'est un marché volatile, c'est un marché dans lequel on est basé sur de l'attention. Ça a une vitesse de réaction qui est énorme comparée aux autres marchés, de par la volatilité, de par le faible volume et les faibles capitalisations qui sont sur le marché. Ce qui permet de faire des multiples rapidement, ce qui peut aussi malheureusement provoquer des pertes extrêmement rapides de vos investissements. Bien répartir le risque, et évidemment si vous voulez faire de l'alpha, il y a un des cofondateurs de Sphero Capital qui était le plus gros hedge fund au dernier cycle, qui a collapsé depuis. Ils ont été actifs pendant plus d'une dizaine d'années et il a dit on ne serait jamais arrivé là sans avoir été dans les meme coins, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle je parlerai de la façon dont on fonctionne en tant que hedge fund et venture capital dans ces marchés qui sont extrêmement volatiles. Merci
et bonne soirée.